Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Déterminée, authentique, amoureuse de la vie et rayonnante, mon invitée du jour a su rebondir malgré les épreuves de la vie. Petite, elle rêvait de devenir ballerine. À 14 ans, un grave accident la cloue pendant 11 mois dans un fauteuil roulant. Grâce à sa détermination sans faille et au sport qu'elle pratique avec une discipline incroyable, elle s'initie au karaté et intègre l'équipe de France à 17 ans. Son énergie et son optimisme sans faille font d'elle une femme épanouie. J'ai la joie de vous présenter une coach atypique et une conférencière au grand cœur. J'ai nommé Rosaine Lehagre. Bonjour Rosaine, bienvenue. Bonjour Anne-Sylvie, merci de me recevoir dans ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ton histoire parce que tu as une histoire complètement atypique et un profil atypique. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir venir partager un peu ton parcours par rapport aux différentes situations qu'on peut vivre, qui parfois peuvent être douloureuses et qui aussi permettent parfois de révéler le meilleur de nous-mêmes. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises quel genre de petite fille était Rosaine. J'étais une petite fille... oh, j'ai toujours été une petite fille très sûre d'elle. Une petite fille très sportive. J'ai toujours été ultra sportive, très connectée à la nature. Et j'étais une petite fille un peu beaucoup rebelle. De un peu, je passe à beaucoup parce qu'en fait, faut être honnête, j'étais assez rebelle. Alors justement, j'ai toujours été une fille rebelle. Par rapport à ce que tu expliques, Rosaine, qu'est-ce qui expliquait ce côté rebelle des petites, cette un peu forte tête, on va dire. Ouais, forte tête, ça vient de l'histoire de notre famille, je pense, et puis mon tempérament. On a tous des tempéraments différents, parce que nous, on est 5 enfants chez nous, on a tous des tempéraments différents. Mais il y a quelque chose qui nous est commun depuis qu'on est tout petit, c'est cette volonté, cette niaque de vivre, de vivre et de tout défoncer, en fait. Mais mon frère et mes sœurs, on est tous un peu comme ça. C'est la dureté de la vie, tout simplement, qui a fait que, un peu dans la rébellion et les injustices qu'on peut vivre, parce que mes parents, on a vécu des choses très compliquées, très dures. On s'est retrouvés à la rue financièrement, on était logés, nourris par le secours catholique, habillés aussi, en pleine année scolaire. C'était très, très compliqué, très challenging, et beaucoup de rébellion par rapport à un système. Et par rapport à un système de gens qui tentent des choses, qui se plantent, qui n'y arrivent pas, ou voilà, on se retrouve vraiment à la rue. Donc, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de me relever de tout, mais je pense qu'on en parlera dans la suite du podcast. Alors justement, Rosanne, par rapport à ça, ce côté, parce que comme tu dis, quand on est enfant, je sais pas quel âge tu avais à l'époque, mais c'est pas évident d'accepter cette situation. Et surtout, c'est le regard des autres. Enfin, quel âge tu avais à cette époque-là et comment tu as géré justement ce regard? Parce que quand on est à l'école et qu'on est différent, souvent, tu sais, les enfants, ils se moquent des fringues, etc. Comment toi, tu as vécu ça et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'enfant à l'époque? Alors, quand on a nos soucis financiers, ce qu'on en a toujours connu, en fait, je pense que c'est l'histoire d'âme de notre famille, mais je l'ai pas mal vécu dans le regard des autres. Pas du tout, parce que déjà, enfant, j'avais peut-être dans les 8-9 ans quand ça nous est arrivé, j'avais pas cette conscience du regard de l'autre. Tu sais, quand on est enfant, je pense qu'on en a assez détaché, bizarrement. En tout cas, moi et mes frères et sœurs, on était assez détachés de ça. Très clairement, et on va être très transparent, nous, ce qui nous a sauvés de tout, et ce qui a fait qu'on l'a très bien vécu, c'est que mes parents, vraiment, ont amené ça un peu comme un jeu. Un peu comme ce film, tu sais... La vie est belle. La vie est belle. Mais en fait, mes parents, c'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que dans toutes nos difficultés de vie, ils ont toujours mis beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Quand on était sur le terrain de camping, tous ensemble, en pleine année scolaire, on avait vraiment plus rien, on avait tout perdu, mais c'était comme un jeu, c'était drôle. Il fallait repartir à zéro avec des nouvelles règles. Donc, en fait, c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai pas subi forcément le regard des autres, etc., parce qu'on était au-delà de ça.
Mais c'était l'amour. Hein. Moi, j'ai la chance de vivre. La plus belle richesse qu'on a chez nous, c'est l'amour. Hein. Et c'est important ce que tu dis parce que souvent, tu peux, voilà, c'est pas, l'argent ne fait pas tout et contribue au bonheur, certes, mais l'amour, c'est super important. Et comme tu dis, c'est ce qui soude. Tant qu'une famille est soudée, aimante et joyeuse, ça aide d'avancer. Alors justement, cette petite fille, elle avait des rêves. Quels étaient ses rêves? Parce que voilà, je sais que tu avais envie, tu t'es lancé dans la danse. Et voilà, qu'est-ce qui a motivé cette envie de faire de la danse? Et on passera après à la suite de ce qui s'est Mon tout passé. premier rêve, effectivement, toute petite, parce que j'ai commencé la danse classique à l'âge de 5 ans, mon tout premier rêve, c'était d'être danseuse, pas étoile, bizarrement, mais plutôt d'être danseuse dans un corps de ballet. Voilà, parce que j'aimais les postures des danseuses, j'aimais leur souplesse, j'aimais l'aura qu'elles dégageaient. Donc ça, c'était mon tout premier rêve. Je suis rentrée en conservatoire de danse à l'âge de... J'ai quitté ma famille à l'âge de 12 ans, où je suis rentrée au conservatoire de danse à Rennes, et je vivais chez mon grand-père à l'époque, et puis qui avait une ferme. Donc j'ai pratiqué la danse en conservatoire, classique, option contemporain, etc. Et puis la vie a fait que j'ai eu un accident et que je n'ai pas pu continuer la danse. Parce que j'ai fini sous le tracteur de mon grand-père en apprenant à conduire à l'une de mes sœurs. Un accident, comme ça peut arriver dans la vie. Et du coup, avec multiples fractures, des brûlures sur toutes les jambes, déplacements de bassin, etc. Et donc je me suis retrouvée en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Bon là, autant te dire que la danse, c'était fini. Et retour au foyer familial. Alors justement, comment on réagit à 12-13 ans quand, comme tu dis, à l'accident de la vie, c'est le cas de le dire, un accident bête de la vie qui vient en quelques secondes broyer complètement un rêve d'enfant. Comment on s'en remet? Est-ce que aujourd'hui tu t'en es remise et tu vas nous partager ce que tu as été puisé en toi, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête d'enfant? Alors j'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai pensé en tout cas, parce que pendant l'accident, quand je vis l'accident, le corps est très bien fait. Mon cerveau s'est mis en mode pause et en mode survie, je pense, parce que j'ai quand même été écrasée par 1,5 tonne, hein, donc c'est quand même pas rien. Alors c'était justement quand on t'a dit, pas pour l'accident, mais comment t'as réagi toi quand on t'a dit stop la danse? On m'a pas dit stop la danse, c'était assez évident. On me l'a pas dit. Je l'ai compris toute seule que ce serait très compliqué de reprendre au conservatoire. Surtout, j'ai fait 11 mois de fauteuil roulant, donc c'est très compliqué. Je sais pas vraiment. Je pense que j'ai toujours eu un mental. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai ce mental de la gagne. J'ai toujours eu ce mental de me dire, en fait, mon plus beau cadeau, c'est un cœur qui bat. Et à partir de là, je peux relever tous les combats de la vie. Et ça, c'est vraiment ma punchline. C'est vraiment ma phrase. Et je suis en gratitude tous les matins avant de me lever. Je suis en gratitude d'avoir un cœur qui bat pour une nouvelle vie. Pour faire une nouvelle vie, affronter des nouvelles choses, profiter de nouvelles choses, partager de nouvelles choses. Donc, cette conscience-là, je l'ai eue très jeune parce que j'ai un papa qui est magnétiseur et qui est très spirituel. Donc, j'ai été élevée dans une famille d'amour, mais de spiritualité. Donc, très tôt, on nous a appris que la vie, elle est belle, qu'il y a des difficultés, mais ça en fait partie, et qu'on rebondit, et que c'est notre chemin de vie. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, je pense, dans ce podcast, Anne-Sylvie, c'est que toute ma famille, on est comme ça, parce que nos parents nous ont toujours dit qu'on avait un chemin d'âme à faire sur Terre. Donc moi, mon chemin d'âme de Rosen, certainement que dans mon chemin d'âme, je devais avoir un accident pour peut-être pas être danseuse et faire autre chose. Et j'ai pas mal vécu l'accident, en tout cas. Je l'ai pas mal vécu. Je me rappelle d'avoir plutôt... c'est un accident, c'est que c'était pas fait pour moi, c'est que je dois faire certainement autre chose. Et j'avais cette conscience d'esprit très jeune déjà. Alors justement, par rapport à ça, et la petite fille danseuse qui se voyait avec des chignons, une posture, etc., tu bascules complètement à l'inverse. Alors, qu'est-ce qui a fait justement que tu te retrouves à avoir un tempérament plutôt de garçon manqué, justement? Les arts martiaux, parce que j'arrive, il faut savoir que quand j'ai eu l'accident, je me retrouve en fauteuil roulant. À l'époque, mes parents, on vit dans une tour, dans une ZUP de 12 étages, qui est absolument pas adaptée au fauteuil roulant, soyons très clairs. Donc, barre de traction pour apprendre, moi, j'avais de la fonte musculaire, donc apprendre à remarcher. J'avais une piscine en bas de la résidence, enfin de la ZUP, donc j'allais à la piscine, je me mettais à l'eau. Toi, cet esprit de toujours vouloir me dépasser et aller au-delà de ce que je peux affronter moi-même. Donc, ça a commencé par la natation, qui était quand même un milieu qui est assez masculin en termes à l'époque, en tout cas, je m'en rappelle, dans la ZUP, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles à l'eau. Et puis, je suis revenue dans un système scolaire classique où là, j'ai découvert, dans l'EPS, on avait des cours de karaté.
Et là, pareil, il s'est avéré que toutes mes aptitudes de danseuse ont été ultra bénéfiques pour le karaté. La stabilité, l'engagement, la précision, la persévérance, tout ce que j'avais, toutes les valeurs de la danse que j'aimais, et on fait que très vite, le prof a vu que j'excellais en karaté. Et je suis rentrée dans son club. Et effectivement, j'ai performé grâce à mon passé de danseuse. Karaté, c'est un endroit assez masculin. Hein, donc, à l'époque, il y avait très peu de femmes. On n'était pas non plus nombreuses dans les clubs. Moi, quand je suis rentrée en compétition, on n'était vraiment pas nombreuses. Donc, je pense que la ZUP, là où j'habitais, il faut faire ta place. Parce que quand tu vis dans une ZUP, quand tu es une femme, encore plus quand tu es une femme, tu as intérêt de faire ta place. Donc, tu as intérêt d'avoir une posture de leader. Enfin, tu as intérêt. En tout cas, moi, c'était mon truc. Je voulais faire partie des groupes que tout le monde respectait. Donc, j'ai fait ma place, mais je l'ai fait beaucoup avec ma voix. VOX. Alors justement, par rapport à l'après, j'allais dire l'après-accident, parce que se retrouver jeune fille clouée dans un fauteuil, qu'est-ce que tu es allé puiser en toi, au-delà de ce que tes parents avaient pu t'inculquer? Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu es allé puiser soit dans ton mental ou dans ton cœur ou dans ton corps? Quelle a été, j'allais dire, cette ressource, cette souffle de vie pour t'inciter à reprendre le dessus et de nouveau pouvoir faire du karaté, marcher, etc. Parce que c'est pas évident en fait. Pour les personnes qui nous écoutent, parfois on se dit on est complètement abattu par un accident et certains ont du mal à s'en remettre, d'autres réussissent à évoluer. Qu'est-ce qui t'a permis toi de te remettre debout tout simplement? L'amour pour la vie que j'ai. L'amour, j'ai vraiment un amour très puissant pour la vie. Je suis très en respect de pouvoir vivre chaque jour. Je crois qu'aujourd'hui, et à l'ombre de ma jeunesse, quand j'ai eu l'accident, il y a des gens qui sont handicapés à vie, il y a des gens qui ne marchent pas à vie, il y a des gens qui ont des maladies de merde. Cette force intérieure de l'amour que je peux porter à la vie. Je crois que je pense que c'est le mot qui peut me définir le mieux, c'est l'amour. Et déjà très tôt, c'était comme ça. Et c'est cette force intérieure que j'ai et que j'ai tout le temps nourrie, d'être en gratitude de vivre, d'être en gratitude même quand je vis des épreuves difficiles. C'est mon chemin. Je dois les traverser pour comprendre pas mal de choses et pour évoluer. Et pour peut-être aussi aller chercher des nouvelles ressources ou des nouvelles compétences pour pouvoir, tu vois, les passer, ces épreuves. Donc, et tout ça, pour moi, c'est lié à l'amour de soi. Mais l'amour de soi, c'est l'amour de la vie. C'est l'amour des autres. C'est l'amour de ceux qui t'entourent. Parce que j'ai été quand même ultra bien entourée. J'ai eu une famille ultra aimante. Donc, et tu as raison, je vais rebondir sur ce que tu dis, Anne-Sylvie, qui me paraît assez important. On vit tous des accidents différents. Moi, j'ai très bien vécu cet accident, bizarrement, même si j'ai dû réapprendre à marcher, même pour plein de raisons. Mais ma sœur qui m'a écrasée, elle, qui avait 13 ans à l'époque à peine, l'a pas du tout vécu comme ça. Ma sœur s'est libérée de l'accident il y a seulement 2 ans, et j'en parle dans une de mes conférences que je donne. Elle s'en est libérée à 42 ans pendant une formation de coaching qu'on a faite ensemble. Où là, elle a libéré par la voix, VOX. Elle m'a dit, tu sais, Rosen, toi, tu as souffert ce jour-là, mais moi, j'ai souffert aussi pendant toutes ces années parce que tout le monde s'est occupé de toi. La blessée, l'accidentée, celle qu'on voyait abîmée physiquement. Mais moi, personne à la hauteur de mes 13 ans m'a demandé comment j'allais, comment j'avais vécu l'accident. Et ça, c'est des cicatrices invisibles qui, à mon goût, aujourd'hui, je suis vraiment en gratitude qu'elle ait réussi à oser verbaliser ses douleurs et mettre des mots sur ces émotions désagréables qu'elle vivait depuis des années, parce que ça l'avait enfermée, en fait, dans une culpabilité, dans une tristesse intérieure, dans ce poids, cette histoire qu'elle portait. Donc, on a la même histoire de manière complètement différente de... Et souvent, comme tu le dis, dans toutes les situations qu'on vit, que ce soit dans une fratrie, dans une famille, dans un couple, on peut vivre le même événement et pas du tout avoir la même chose. Et en fait, ce que je trouve magique aussi dans ce que tu dis, on sent cet amour, c'est qu'à aucun moment, elle se sentait coupable, mais toi, tu ne l'as jamais senti, tu l'as pas nommé, enfin, tu ne l'as jamais tenu pour responsable, en fait. Et ça, c'est aussi important, parce que, comme tu dis, parfois, on est face à un événement et l'écoute est hyper importante. Voilà, ce que je ressens à l'instant T, comment je me sens, et souvent, ben, c'est souvent la personne qui est le plus mal en point, j'allais dire, qu'on va protéger ou surprotéger. Et enfin, je trouve ça chouette que ta sœur ait pu enfin, alors c'est long,
d'avoir passé tout ce temps avec ça, mais c'est déjà pour les prochaines années, c'est un sacré fardeau qu'elle a ôté de ses épaules. Alors justement, tu parlais de la ZUB, de ce côté un peu devoir y aller avec prendre ta place et puis ce côté rebelle, prendre, voilà, d'avoir du leadership. Tu as commencé la compétition, justement, au-delà de ce que tu avais apporté la danse, qu'est-ce que ça t'a appris en plus, cet esprit de compétition? Alors, la compétition, déjà, le karaté, c'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel. Même si j'ai fait même si je suis en équipe de France en collectif et en kata, mais j'ai toujours combattu et fait mes katas en individuel. Donc déjà, c'est un face-à-face avec toi-même. C'est un vrai dépassement de soi à tous les niveaux possibles. C'est un ancrage qui doit être très profond parce que tu dois connaître tes propres limites. En tout cas, tu dois aller les tester. C'est énormément de résilience, de persévérance, de détermination, de travail. Et je tiens vraiment parce que c'est des heures et des heures et des heures de travail à répéter chaque geste, chaque petit détail qui va faire la différence. Donc c'est tout un tas de valeurs. C'est pour ça que j'aime énormément le sport et que c'était non négociable que mon fils fasse pas de sport parce que je trouve que le sport amène tellement de belles valeurs, mais un vrai dépassement de soi, beaucoup de résilience, beaucoup de détermination, de persévérance et énormément, énormément, énormément de travail pour arriver à mon objectif à moi qui était de devenir championne de France, de rentrer en équipe de France. Voilà, après chacun ses objectifs, tu vois. Et puis aussi un respect de l'autre en face de toi. Parce que je ne combats pas toute seule. J'ai l'adversaire en face. Donc, Alors, c'est aussi respecter la personne qui est en face de toi. alors est-ce que, enfin voilà, par rapport à tout ça, ce parcours, le fait quand tu atteins tes objectifs, c'est quoi? C'est de la consécration, de la reconnaissance de ce que tu as mis en place depuis toutes ces années? Comment tu le vis à chaque fois que tu vas chercher une médaille, un trophée? Comment tu vis Alors ça? oui, c'est la concrétisation d'un travail intense qui a été fourni, évidemment. La reconnaissance, je pense qu'on en a tous besoin et c'est important, sinon seulement je pense à soi-même. Ça fait partie de la vie d'être reconnu et de se sentir reconnu et valorisé aussi, hein, parce que ça appuie tout un travail, toute une démarche qui a été mise en place. C'est de la fierté, c'est beaucoup de fierté aussi de soi, d'arriver à ça. Et même quand je perdais, alors oui, j'avais un coup de mou, oui, je râlais, mais j'étais quand même aussi fière de ce que je faisais. Parce qu'à chaque fois, c'était un nouveau pas qui m'amenait sur une marche encore un peu plus haute. Une remise en question. Tiens, si je me suis plantée, si j'ai pas réussi, j'ai perdu mon combat, pourquoi? Donc, une analyse. Tu vois, tu vas analyser ce qui s'est passé. Et ça te permet d'évoluer et de grandir. Donc, beaucoup de fierté. Ouais, j'ai toujours été très fière. D'ailleurs, de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Alors, Rosane ne manque pas d'estime d'elle-même, il faut le savoir. Mais en même temps, j'ai toujours. Hein. Alors Et justement, là, ce, beaucoup de confiance en soi. Donc, ce karaté et cet esprit de compète, est-ce que ça t'a vraiment aidé aussi à prendre ta place, te faire respecter dans un environnement, dans une ZUP ou dans un environnement plutôt masculin? Est-ce que ça, tu t'es rendu compte que ça faisait aussi la différence, même si tu étais la seule femme ou très peu de femmes autour de toi? ouais, complètement. Alors, bon, déjà, il faut savoir que quand je disais que j'étais rebelle quand j'étais jeune, je n'étais pas que rebelle, j'étais très bagarreuse. C'était aussi, je pense, lié à l'environnement. Le karaté m'a appris la maîtrise de soi. Voilà. Parce que avant de faire vraiment du karaté et avant de rentrer dans la compétition, j'étais assez bagarreuse quand même. Il ne fallait pas trop me chercher. Tu pouvais me chercher une fois, deux, je préviens, troisième, voilà, je rentrais dedans. Donc, beaucoup de maîtrise de soi. Et bien sûr que ça m'a permis de prendre ma place. Et en tout cas, d'avoir une certaine posture. J'adore En général, on n'aime pas trop me chercher. Hein. J'adore parce que quand on te connaît, c'est vrai que c'est pas forcément. T'as une telle douceur, t'as un amour, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cette notion d'amour inconditionnel qui se dégage de toi et de t'entendre dire, oui, mais fallait pas me chercher. Ça me fait sourire parce que c'est pas du tout l'image que tu renvoies aujourd'hui. Alors, dans tout ce parcours, qu'est-ce qui a été déterminant pour que tu trouves ta voie aujourd'hui? Mes épreuves. Ce qui a été déterminant, c'est qu'en fait, je trouve la vie exceptionnelle pour ça. Si je prends mon rétroviseur de vie et que je regarde toutes les épreuves, tout ce qui a été mis sur mon chemin et qui a été, on va pas se mentir, désagréable, m'a permis d'avancer et de remplir certainement un puzzle, toi, le puzzle de la vie,
il se termine vraiment quand tu imbriques les pièces une à une. Et en fait, ça m'a permis de construire mon puzzle de vie. Aujourd'hui, conférencière et coach, mais pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé le burn-out. J'aurais pas eu mon burn-out, je ne serais pas arrivée à faire ce métier-là. Mais comment je suis venue Et en fait, c'est tout un enchaînement de vie et d'épreuves de vie qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui euh, dans mon métier, dans ma joie. C'est ce qui fait que je suis en joie aujourd'hui de faire tout ce que j'aime. Mais c'est tout ça qui m'a amenée à ça. Donc, je vois les épreuves. Je les remercie d'ailleurs. Et que tu Je les t'autorises, adore. parce que c'est vrai que, enfin voilà, parfois aussi, on pourrait se dire, mais le sort s'acharne sur moi. J'avais un rêve d'enfant, je me retrouve en fauteuil. Enfin, il y a plein de choses certaines personnes n'arrivent pas à transcender ça. Puis après, comme tu dis, le burn-out, etc. Euh, c'est vraiment important de comprendre dans ce que tu partages, c'est qu'à un moment donné, et j'aime beaucoup la façon dont tu appréhendes les choses, c'est quelque chose qui est venu te chercher pour t'améliorer. Tu vois, t'es pas fataliste, c'est pas bah oui, ça arrive, c'est comme ça, etc. Toi, tu es allé puiser au fond de toi quelque chose qui t'a permis de dépasser ça. Et ce que j'aimerais pour les personnes qui nous écoutent, si tu pouvais leur donner déjà quelques conseils, peut-être des personnes qui sont dans des galères ou qui vivent des choses et qui se disent mais je m'en sortirai pas, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Si tu as trois clés déjà de dire bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors déjà, la première des clés, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, j'aurais pu le faire depuis le départ, parce que moi, de nature, je suis quelqu'un d'optimiste. D'ailleurs, je suis représentante de la Ligue des optimistes sur le département 64-40 parce que c'est ancré en moi depuis toujours. Je pense que j'ai dû naître avec un... Il y a un livre d'ailleurs, est-ce que vraiment l'optimisme fait partie de l'ADN? En tout cas, dans mon ADN à moi, il doit y avoir une prédominance sur l'optimisme. Et l'optimisme, c'est l'amour à la vie. Hein. On est content de vivre. Et donc l'optimisme, c'est la première des clés que je donnerais. Apprendre à voir le verre à moitié plein, quand bien même on sait qu'il est à moitié vide. Bah oui, il est à moitié vide, ok, mais sur quoi je décide de me concentrer? Sur quoi je décide de me focaliser? Sur quoi je décide de porter mon regard et mon attention et mon intention? Quelle intention je vais donner à ce qui m'arrive? Tu vois? Donc l'optimisme pour moi, c'est l'une des premières clés. La deuxième clé que je donnerais, c'est justement se concentrer sur notre cercle de pouvoir versus le cercle de non-pouvoir sur lequel la majorité des gens se concentrent aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est se concentrer sur tout ce dont moi j'ai accès. Qu'est-ce que moi, Rosane, ou qu'est-ce que toi, Anne-Sylvie, tu as accès à quoi? Tu as accès à tes émotions, à tes comportements, à tes habitudes, euh, tu vois, à tes ressentis, à tes actions. Tu as accès à tes actions, c'est toi qui fais tes actions. Donc en fait, dans ce cercle, c'est vraiment se concentrer sur tout ce dont j'ai le pouvoir. Et arrêter de me concentrer sur ce que j'ai pas le pouvoir. J'ai pas le pouvoir sur les autres. J'ai pas le pouvoir sur le jugement des autres sur moi. J'ai pas le pouvoir sur la vie des autres, mais L apostrophe AVIS, mais la vie aussi. J'ai pas le pouvoir sur la politique. J'ai pas le pouvoir sur le changement climatique. J'ai pas le pouvoir sur BFM TV. Donc, je vais me concentrer vraiment dans ma zone de pouvoir. Ça, c'est ultra puissant. Et quand tu fais ça, bah, en fait, tu es vraiment incarné. Tu es ancré. Tu es sur toi. Ouais, t'es plus sur l'extérieur. Et en fait, t'es ancré à l'intérieur. Et pour moi, ça, c'est une clé qui est primordiale aussi. Donc, l'optimisme, le cercle de pouvoir. Et puis après, j'ai deux phrases magiques que j'adore donner. La première, c'est que tout passe. Donc, dans la vie, tout passe. Même les épreuves les plus difficiles, oui, mais elles passent. Et après, je dis toujours, ça n'arrive qu'aux vivants. Donc, quand on se plaint de quelque chose, quand on est fatigué, ça arrive. Moi, la première, hein, attention. Hein. D'ailleurs, cette phrase, je l'ai depuis très peu de temps en punchline et en tips que je donne parce que c'est une femme à qui je disais « Oh là là, j'ai fait une soirée hier, je suis rincée. » Bon, j'avais fait une grosse soirée. Et elle me dit « Mais tu sais, Rosane, ça n'arrive qu'aux vivants. » Et après, j'ai fait « Ouais, mais en fait, c'est clair. On se plaint pas. Mais on est vivant, en fait. » Et tu vois, ça revient un peu à ce que je disais en début de podcast. T'as un cœur qui bat, en fait. Donc, ouais, les épreuves sont pas faciles. Bien entendu que c'est pas facile. De toute façon, on les traversera tous. Parce qu'il y a trois choses que chaque humain sur Terre va traverser, et ça, c'est non négociable, bah, c'est l'incertitude. Tu vois, dans l'incertitude, le fait de devoir travailler, on va tous devoir travailler, tu vois. Et puis la reconnexion à soi. Et à un moment donné, la vie fait qu'elle met des épreuves sur ton chemin pour que tu puisses revenir à toi-même. Alors, moi, ça a été un burn-out, ça a été un accident, ça a été peu importe. Il y en a, c'est des cancers, c'est le pire. Il y en a, c'est... Donc voilà, c'est vraiment pour un retour à soi. Et ça, on va tous le vivre.
Donc, une fois que tu sais ça, après, tu fais, bon, bah voilà, c'est parti, quoi, go, Alors on enquille. justement, par rapport à ce que tu expliques, et merci de ces clés, aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, justement, Rosen, de quoi tu es le plus fier? De la femme que je suis devenue, de la femme que je suis. C'est vraiment ma fierté. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme, bah, tu l'as dit, Anne-Sylvie, on se connaît un peu, mais je pense aujourd'hui vraiment que je suis une femme d'amour, qui propage l'amour, qui est dans le pardon de l'autre. Ce que je n'étais pas avant. Attention, hein, ça a été un chemin. J'ai 45 ans, mais et j'y travaille vraiment tous les jours. Euh, D'aimer l'autre, même dans ma vie de couple. Je suis hyper fière de ma vie de couple parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est aimer et de se sentir aimé. Et moi, je dis toujours, aimer, c'est vouloir l'épanouissement de l'autre et se sentir aimé, c'est réaliser que l'autre veut ton propre épanouissement. Et c'est magique parce qu'en fait, t'es plus dans la critique, t'es pas dans la jalousie, t'es pas dans l'attente. Tout ça, c'est extérieur. Donc, la vie, elle devient mais extraordinaire, elle devient magique. Donc, je suis très fière de la femme que je suis devenue et que je suis aujourd'hui et que je transmets par mes valeurs, par la spiritualité, par tout ce que je pratique. Et je suis très fière de pouvoir élever les consciences et de donner cette expansion de conscience aux gens. Et je suis très fière de tout ce que je fais. Mais c'est vraiment important ce que tu partages parce que souvent tu disais voilà j'ai pas de problème d'estime de soi mais c'est vraiment essentiel parce que si dès petit on disait aux enfants mais sois fier de qui tu es, de ce que tu fais. Si ces encouragements-là, alors oui, depuis des années, il y a une mouvance, voilà, de se reconnecter à soi, etc. Pour certains, ça peut paraître béni oui, mais c'est super important parce qu'en fait, c'est la base de tout. Comme tu dis, en t'entendant partager ton histoire, je me dis, mais c'est un peu de se reconnecter à soi, de faire sa part du job, entre guillemets, c'est la partie du colibri. C'est-à-dire que si moi, je m'occupe de moi, si je pardonne aux autres, si je les aime de manière inconditionnelle, ben, je mets ma pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Et en fait, ce que tu partages, c'est vraiment ça, c'est te dire que on est tous en capacité, selon le rythme de vie, etc., à des moments différents, parce que aller pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal, c'est pas évident, mais c'est un vrai chemin. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre, mais quand on pardonne, parce que tu parlais de pardon, c'est aussi se pardonner à soi et s'accepter tel que l'on est. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et merci de partager parce que voilà, ton histoire aussi est incroyable. Enfin, à t'entendre parfois, on a l'impression que tu as eu mille et une vies, mais c'est surtout cette capacité de rebond que tu as, qui est juste formidable. Et je remercie, enfin voilà, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, la vie de t'avoir mis sur mon chemin parce qu'on a vécu des moments formidables. Et c'est vraiment, quand tu dis que tu insuffles ça, déjà tu insuffles, tu es quelqu'un qui incarne l'amour, mais en plus tu insuffles cet optimisme et c'est un truc, c'est une bouffée c'est un shoot d'adrénaline quoi quand on est avec Rosen en fait. Oui, je pense, honnêtement, les gens qui m'entourent, en tout cas, te le diront effectivement. Souvent, on m'a dit une phrase dernièrement, d'ailleurs, j'en ai fait un post sur Instagram parce que ça m'a saoulée et j'aime bien aussi dire ce qui me saoule, tu vois. Ouais, mais tu souris tout le temps, c'est pas possible. Si, je souris tout le temps et je vous jure que si les gens qui m'entourent vous le diront, Rosane sourit tout le temps. Alors oui, il m'arrive des couilles, oui, je pleure parce que moi, je suis une vraie pleureuse. C'est-à-dire qu'en pleurant, j'élimine. Donc c'est ma manière à moi de lâcher prise. Donc je pleure 1 heure et puis ça passe et puis après, je dis ouais, ok, j'ai accepté mon émotion, elle est là, je l'ai regardée, je l'ai comprise, je pleure, je lâche, et puis, je passe à autre chose. Parce que s'il y a une seule chose qui est importante pour moi aujourd'hui, c'est que si mon cœur s'arrête parce que la vie me rappelle à elle, j'ai 0 regret. Et dans le pardon, pour rebondir sur ce que tu disais, dans le mot pardonner, il y a part et donner. Pardonner, c'est donner une part de soi à l'autre. Mais quand on pardonne, bien sûr que parfois c'est très compliqué de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais à la limite, on va le faire pour soi en premier. On va pardonner, mais on n'est pas obligé de dire à l'autre je te pardonne. Ça peut être une lettre qu'on écrit après tu vois, juste pour déposer sur papier ce qui est là en nous et ce qui est important. Mais dans les vibrations de la vie, quand tu es dans un état d'esprit d'écrire et de dire je pardonne, je me pardonne et je lui pardonne, parce que c'est souvent les 3 pardons qui sont nécessaires, quand tu fais ça, dans les vibrations de vie, indirectement, il y a des choses qui vont se décanter aussi pour l'autre avec qui tu as été en conflit. Donc, pardonner, pour moi, c'est le plus bel acte d'amour qui peut exister. Donc, ouais, et surtout pas avoir de regrets, en fait. Donc, bien sûr que la vie, elle est dure, et elle est dure pour tout le monde. Enfin, franchement, je connais personne qui la met de côté. Hein. Tu as parlé de rebond, ouais. Et ben, tu sais quoi? En tant que sportif, je vais prendre la métaphore du trampoline, et je crois que chaque épreuve,
m'a permis de tomber sur le trampoline et de rebondir pour m'élever encore plus haut. Et en fait, c'est ça. En fait, j'ai fait du trampoline toute ma vie. Finalement, j'aurais peut-être dû faire des compètes de trampoline. Merci beaucoup, Rosane. J'adore l'image et ça me fait vraiment, voilà, ça me fait chaud au cœur que tu aies accepté de venir partager un peu ton parcours dans cette émission parce que ça permet aussi de se rendre compte que voilà, les personnes que j'interviewe ont des parcours de vie complètement différents et c'est vraiment important justement d'amener ça, ce côté aussi résilience, parce que pour devenir artiste de sa vie, puisque c'est la thématique vraiment de ce podcast, c'est accepter de ne pas savoir, comme tu dis, des incertitudes, de douter, les turbulences de la vie aussi parfois, et j'allais dire d'être main dans la main avec la vie en se disant, ben voilà, je peux continuer à avancer et merci infiniment. Je vois que l'heure tourne d'avoir pris ce temps avec moi, donc merci beaucoup, Rosane. Je vais mettre toutes les informations pour te retrouver sous le podcast et je vais te laisser le mot de la fin. Donc merci à toi d'avoir partagé ce merveilleux moment avec moi. Merci beaucoup Anne-Sylvie, tu sais que je t'aime d'un amour profond, hein. On ne s'est pas rencontrés pour rien. Le mot de la fin, ce serait vraiment soyez optimistes, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en les autres. Et quand bien même vous n'avez pas cette confiance, apprenez parce que la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et c'est que du bonheur après parce que voilà, la vie devient magique quand on a ces bases-là et quand on connaît ça. Donc vivez pleinement, soyez heureux de vivre, faites ce qui vous met en joie. Et puis, bon chemin à tous et à toutes. Merci et nous on se retrouve mardi prochain. À très bientôt. Si vous aussi, vous souhaitez devenir artiste de votre vie, je vous invite à découvrir l'écosystème Deviens artiste de ta vie en cliquant sous le lien en commentaire.